Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Malware Traffic Analysis, c'est déjà c'est un site web à la base. Malware Traffic Analysis. Hop, voilà. C'est un site web qui est ultra connu, qui est graphiquement ancien. Je vais rester poli. Graphiquement, bon, voilà, c'est pas ouf. Mais en fait, le contenu est juste complètement dingue. Ah oui, il y a le Boss of the SOC. Ouais, le Boss of the SOC. Les fameux BOTS. Bon, ceux-là, faut aimer, hein, personnellement. C'est pas mon truc. C'est quoi le site? Ici, celui-ci, c'est Cyber Defenders. Hop, je donne le lien. Voilà. Attendez, est-ce que du coup on m'appelle? 2 secondes. Voilà. Et donc il y a plein de trucs différents qui existent. Vous voyez du jailbreak. Donc il y a par exemple un iPad qui a été jailbreaké et il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des trucs sur du macOS, etc., etc. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un chal lié à Malware Traffic Analysis. Attendez, du coup, je me fais spam en même temps. Ok, voilà. Donc, de faire un live dédié vraiment à Malware Traffic Analysis. Alors, Malware Traffic Analysis, eh ben, en fait, le mot, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que sur un réseau quelconque, il y a eu un malware qui a transité. Alors, quand je dis un malware qui a transité, c'est pas nécessairement qu'il a été téléchargé, mais c'est plutôt qu'il a été téléchargé, exécuté, et par exemple, il se connecte à ce qu'on appelle son C2, donc son Command and Control. C'est un serveur qui se trouve dans le cloud ou ailleurs, qui permet de le piloter à distance. C'est ça le but d'un bot. Hein. Un bot, ça va être un malware, genre Cobalt Strike. C'est un malware qui arrive sur votre machine et il est piloté à distance. Ça marche comme ça en fait. Hein. Et quand il est piloté à distance, il va faire des actions bien spécifiques, par exemple exploiter des vulnérabilités, prendre le contrôle de l'Active Directory, etc., etc. Donc c'est assez grave hein, quand ce genre de choses arrive. Parce que l'étape suivante, c'est le ransomware. Et là, vous avez tout perdu, et enfin, toutes les données de tout le parc sont chiffrées en quelques heures. Donc, vous voyez, c'est pas ouf. Et donc, le projet de Malware Traffic Analysis, c'est systématiquement de récupérer ce qu'on appelle un PCAP. Donc, c'est un packet capture. Le but du jeu, c'est justement de récupérer une trace réseau. Donc, on va parler de Wireshark et ce genre de choses. Hein, c'est ça le but. Et au travers de ce Wireshark, on va devoir déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé et on va y aller, et c'est ça le but, on va y aller vraiment step by step. On va y aller vraiment en mode easy, en mode cool. Le mode n'est pas garanti, 0 glissade ce soir. Tant que Louis est pas là, ça va. S'il débarque, alors là par contre, ça va être autre chose. Donc, typiquement, voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est classé par date. Et donc, pour chaque date, vous voyez, pour chaque année, il y a systématiquement un malware qui a été capturé dans un trafic. Et c'est du vrai malware. Hein. On parle de vrais trucs qui se passent en entreprise. C'est pas un truc de lab ou c'est pas un genre de truc à la con qui a été comme ça créé pour un châle. Non, 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 non. C'est des vrais trucs réels. Donc ça veut dire que c'est pas facile. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce que parfois il y a du noising dedans, etc. Le noising, c'est quoi? C'est par exemple, si on était sur un shell très simple, on mettrait uniquement les paquets malicieux dans le PCAP, de sorte à ce qu'il n'y ait que ça de visible, et donc l'analyse serait beaucoup plus simple. Quand on parle de noising, c'est-à-dire qu'il y a plein de trafic à côté, donc le PCAP est juste volumineux, il y a des paquets dans tous les sens, c'est un vrai bordel, et les 3/4 des trucs sont légit, donc c'est très difficile de s'y retrouver. Des fois on peut décrypter.
Decryption tools, c'est-à-dire? C'est quoi? No more ransom. Ah, ok, ce truc-là. Oui, alors effectivement, ça dépend des types de ransomware. Mais bon, si on est sur un chiffrement asymétrique, bah, t'es niqué, hein, globalement. Donc le but c'est de faire ça. Alors habituellement comment ça marche? On peut en sélectionner un au hasard. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'ils font des petites explications de qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Ils mettent une mise en scène. Vous voyez, donc là il y a eu un document Word, il s'est passé ceci, nanani, nanana, etc. Ils expliquent globalement ce qui s'est passé. Et puis, ah non, c'est juste une explication. Ok, parfois c'est une explication, parfois c'est des questions. Où est-ce que je peux trouver les questions? Ah, les exercices, voilà, c'est ça. Donc là, on a des exercices, et on a même du tutoriel, donc c'est vraiment bien fait. Et donc ça, c'est tous les types d'exercices qui sont disponibles, qui vous dit, ben voilà, let's go. Ici, on en prend un au hasard, j'en sais rien, moi, décembre 2021, Forensic Contest, c'est pas mal. Et ici, on a donc un PCAP à télécharger et à analyser. Et ensuite, il y a des questions. Et après, ben, il faut répondre aux questions. Bon, et souvent, les réponses, elles sont déjà présentes en dessous. Donc, si vous avez un peu de mal à trouver, ben voilà, vous pourrez vous aider comme ça. Et globalement, ce que vous voyez ici, c'est à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, dites-le moi hein, si c'est quelque chose qui vous semble intéressant ou au contraire, c'est du contenu qui n'est pas trop votre truc et que vous préférez plutôt du CTF. Enfin voilà, dites-moi et alors je prends un coup de son derrière. Alors, donc ici, on avait dit qu'on partait sur... On va partir sur le premier malware traffic analysis. On va faire le premier. Voilà. Et puis, ben, si on a encore du temps après, on fera autre chose. Et alors attendez, parce que je dois d'abord me loguer. Hop, voilà. Let's go. Ça peut être intéressant de te voir galérer plus. Celui-là, je pense pas que je vais galérer parce que je pense que je l'ai déjà fait. Mais je suis pas certain. Mais je crois que je l'ai déjà fait. Je me passe à 5000 caractères. Tous mes mots de passe font 64 caractères. Alors, en même temps, ils sont générés automatiquement. Donc... Alors, eh bien, première chose, on va aller dans le bon truc. Cyber Defenders, hop. Et dans Cyber Defenders, bon, ben voilà, vous voyez, par exemple, ici, j'avais déjà le 1. Alors, ce que je vais faire autrement. Je vais le copier. Je vais faire un mkdir live. Et je vais faire un cpmta dans live. Voilà. cd live. Comme ça, on part from scratch, on n'a rien vu. Merci Draxcore pour ton follow, bienvenue à toi. Donc, ben on va regarder les questions, on va un peu lire tout ça et on va regarder ça ensemble. Pendant la fuite des 3 milliards de mots de passe Google, je m'étais fait avoir mon compte Steam qui était enregistré dans Google. Aïe, erreur, tristesse. Ah, je parlais du truc avant avec les vrais rançons. Ah, ok. Alors, du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ici on est sur un PCAP qui fait 2 mégas, donc il n'y a pas beaucoup. On va pas s'attendre à avoir 1 milliard de paquets avec du vrai trafic à côté, etc. C'est pas le but. Le but du jeu, ça va être... Alors déjà, on regarde les tags. Dans les tags, on a Wireshark. Wireshark, c'est le tool qu'on va utiliser pour analyser le PCAP, donc le trafic. On a Suricata. Suricata, c'est un IDS qui permet de détecter des comportements malicieux sur un réseau. Et de facto, il peut également le faire sur un PCAP. Vous allez voir, je vais vous sortir un tool, vous allez être bluffé. Le PCAP, bon, ben, ça c'est le fichier en tant que tel qui a tous les paquets réseau. Malware Traffic Analysis, ça c'est parce que ça vient de chez eux.
On a du exploit kit. Donc on a du malware, hein, on a du vrai malware. Et alors on va parler d'IOC, ça on en avait déjà un peu parlé avant, c'est-à-dire quels sont les indicateurs qui prouvent qu'il y a eu un truc malveillant. Alors le but du jeu, ça va être de décompresser le chal, donc ça on l'a déjà fait vu que j'ai fait le copier-coller. On va loader suricata-runner.exe et suricata-update dans Brim Security pour les settings, et donc on va parler de Brim justement. Et ensuite on va avoir un uncompress suricata, from description and move suricata rules, blablabla, blablabla, blablabla. Donc tout ça globalement c'est déjà fait. Donc tout ceci en fait, toute cette partie-là, Brim, alors je vais vous montrer c'est quoi Brim Security. C'est un tool qui est vraiment très intéressant, très très bien. Hop. Et donc Brim, c'est un tool. Est-ce qu'on a une image quelque part Non, on n'a pas d'image ici. Est-ce que sur GitHub on a une image Brim. On a une image Ouais. Peut-être. Alors peut-être. Est-ce qu'on a une image Oh, une vidéo YouTube. C'est encore mieux ça. Si elle fonctionne. Ça fonctionne Bon, ça a l'air de galérer. Attendez. Hop. Ah. Bon, on va juste le mute. Nanana. Est-ce qu'on peut voir Et donc, vous vous souvenez, alors vous avez peut-être déjà vu un live avec du Wireshark. Sur du Wireshark, l'interface, ça donne pas envie, hein, c'est vraiment horreur. Ici, vous voyez que c'est déjà un peu plus lisible. On a déjà des couleurs, etc. On voit déjà un peu mieux de quoi ça parle. Et vous allez voir qu'en fait, c'est super intéressant. Donc globalement, j'essaie de voir s'il y a des trucs intéressants. Voilà. Globalement, ça va être ça, l'interface qu'on va voir aujourd'hui. Et donc l'idée de Brim, c'est d'avoir en fait un moteur Wireshark qui tourne derrière. Il va indexer tous les paquets dans c'est dans une DB Zik. Et alors derrière, on va pouvoir faire des lookups, des recherches. Donc ça va devenir, si vous avez déjà joué un peu avec Kibana, c'est le même principe en finalement. Et basé là-dessus, ça va devenir un moteur de recherche. Donc c'est totalement différent de la manière dont on le fait avec un Wireshark. Et ça veut également dire que il y a des analyses et on peut sortir et extraire des informations de plusieurs manières différentes. Donc c'est vraiment une manière de travailler totalement différente. Voilà, enfin voilà. Je vais vous montrer l'interface de toute façon juste après. Alors, eh bien, je vous propose de commencer. Alors, première chose que je vais faire, c'est ouvrir le pcap avec Wireshark. Et on regarde concrètement, on a quoi comme paquet? Alors, on voit beaucoup de TCP, on a du TLS. Alors voilà, on regarde un peu globalement comme ça. On voit qu'on a 3050 paquets. Si on fait un protocole hiérarchie, on voit tous les types de protocoles dans notre paquet réseau. Et donc on voit plein de protocoles différents. Donc là c'est intéressant. Alors première question, c'est quoi l'IP de la machine de la VM qui a été infectée? Alors pour savoir ça, on peut regarder par exemple les conversations et on regarde concrètement c'est quoi les IP. Alors moi je vois une IP ici, 172.16.165.165. Ça a l'air intéressant, ça a l'air vraiment pas mal. Et on voit que cette machine-là se connecte avec beaucoup d'autres machines. On a également un 172.16, 165, 254, 255 et .2. .2, à mon avis, c'est la gateway. Donc, moi je dirais que l'IP de la victime, c'est celle-là. Bon, après, on peut vérifier ça de plein de manières différentes. Hein. Mais, à mon avis, ça doit être ça. Donc, je regarde 172.16.165.165. Et c'est effectivement ça. Si vous avez des questions, si vous ne captez pas un truc, dites-le et alors je vous réexplique. Et voilà quoi. Alors, on a une IP. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je peux appliquer un filtre
et je peux sélectionner tous les paquets avec une connexion avec mon hôte en question. Je vais tous les sélectionner. Je ferme. Et donc ici, il m'a mis un filtre. C'est une IP privée. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, là, on cherche à avoir le nom de la machine Windows. Alors, est-ce que vous avez une idée quel protocole réseau permet de récupérer le nom de la machine, le nom d'une machine sur un réseau local, donc sur un LAN? Est-ce que vous avez une idée? Il y a 2-3 protocoles qui permettent de faire ça. Et il y en a un notamment qui est intéressant. Google, non. NetBIOS, oui, exactement. Alors on va regarder dans le protocole hiérarchie si justement on a du NetBIOS. Et oh, regardez, qu'est-ce qu'on trouve ici? On a du NetBIOS Name Service. Salut Tololo, comment vas-tu? Donc on va le sélectionner et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on a 165 qui envoie des paquets NetBIOS à la point 2. Et dit refresh, moi avec mon NetBIOS qui est K34EN6W3N-PC. Ça, c'est le nom de la machine. Et donc il dit, hé coucou, si quelqu'un cherche la machine K34EN6W3N-PC, c'est moi, hein. Garde ça en mémoire, d'accord? Ça, c'est vraiment l'idée du NetBIOS. C'est pas la meilleure UI pour comprendre. Ah, est-ce que tu verrais une autre UI pour comprendre? Comment est-ce que je peux te montrer ça? Parce que ici, il faudrait... Ce serait intéressant de faire un cours de Wireshark à l'occasion. De vous expliquer en fait l'outil. Et je peux comprendre qu'au début ça peut rebuter, mais c'est utile. Ah, le programme a l'air de dater. Ouais. Ben, c'est probablement parce que tu es habitué à avoir une UI sur macOS et que donc ils font des trucs super stylisés et c'est pas le cas sur Linux. De manière générale, c'est ça. Donc, tu vois, c'est... Franchement, moi, ça me peine énormément parce que effectivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime arriver à allier la technicité, des produits qui sont bien faits, des bons softwares, avec le style. Et pour moi, un bon software, c'est un software qui fonctionne super bien et qui en même temps est ultra stylisé. Et pour moi, ça c'est juste génial, quoi. Ça permet de vraiment rendre l'informatique sexy. Et c'est tout le problème, et c'est ce sur quoi j'ai envie d'en faire un combat personnel. Parce que même encore aujourd'hui, en 2022, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que les trucs d'informatique, techos et tout, c'est de la merde parce que c'est des vieux trucs des années 80, les interfaces sont dégueulasses, les gens prennent pas le temps de regarder toute la partie stylistique qu'il y a derrière, etc. etc. Et pour moi, personnellement, si ça m'intéresse, ça m'impacte quand même beaucoup, quoi. Bonjour, on parle mal de Wireshark ici. On dirait des vieux outils VBA. Mais si tu savais ce qu'il y a sous le capot, franchement, c'est pas du tout le cas. C'est pour rester pratique, c'est vrai. C'est soirée moule frite aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est durum kefta, andalouse, avec frites. Salade tout. Et où le gif qui danse? Ah, il doit être quelque part. Ah, je l'ai retrouvé. Celui-là? Au secours, quoi. Horrible. C'est horrible. Et donc, en fait, voilà, notre requête c'était ça. La query c'était hey, coucou, est-ce que tu peux me faire un renew de mon nom de machine?
Donc, on va copier son nom de machine et on va faire copy value. On va le coller ici. On va retirer le null byte à la fin qui sert à rien. Et submit. Yay, c'est correct. Ok. On passe à la suite. Alors, quelle est la MAC adresse de la machine infectée? Ah ah! Donc, l'autre question qui nous vient en tête, c'est Emacs Minimal, comment vas-tu? Où est-ce qu'on peut trouver la MAC adresse? Est-ce que vous avez une idée? Où est-ce qu'on peut trouver la MAC adresse? Indice, la MAC adresse, on la voit sur l'écran. Un paquet ARP. Techniquement, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Si je tape ARP, je la retrouverai. Je peux facilement la retrouver normalement. Quand bien même. C'était quoi l'IP encore? C'était 165. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon. Qui a... Ah oui, il y a 165 qui demande machin. Ouais, mais bon, voilà. C'est même pas nécessairement par ARP en fait. Mais en soi, peu importe, ça revient... Ah, NetBIOS, ça s'écrit pas comme ça. Yups, protocole hiérarchie, NetBIOS, select. Ah, NBDN, c'est ça. Top, merci. Ah, du Cyber Defender, ça change un peu de Blue Team. Yes, exactement. Faut se faire passer pour la machine. Non. Garde en tête que ici, on fait du Blue Team, donc on est des inspecteurs. C'est genre inspecteur de la police, c'est... Hop, ici, la police, papier du véhicule, s'il vous plaît. Licence, j'ai besoin de voir votre carte grise. Alors, je sais pas si vous appelez la carte grise en France. Etc. Tu vois, c'est le genre de choses, quoi. Et si le mec, il te donne pas les papiers, eh ben, on va au cachot. Moi, je veux sortir le flingue. Quoi? Je veux sortir de flingue, moi? Tu veux sortir de quoi? J'ai pas compris. Salut Wade, comment vas-tu? Et Mike Shop qui est là en mode bon les mecs, moi j'ai pas que ça à faire, alors on avance, hein, on speed up un peu le stream s'il vous plaît. Alors la MAC adresse elle est là s'il te plaît, tu sais. On dirait une IPv6. Ah, eh bien ça ressemble à une IPv6, mais une IPv6 est beaucoup plus grande. Et surtout, une IPv6, ça peut avoir jusqu'à 4 caractères. Est-ce que je peux te montrer un exemple d'IPv6? IPv6 example. Une IPv6. Est-ce qu'on a un exemple quelque part d'IPv6? Voilà. Tu vois, une IPv6, ça peut avoir jusqu'à 4 caractères entre les deux points. Je vais encore un peu zoomer peut-être. Ou enfin voilà, peu importe. Ici, tu vois. Donc, ici, il y a 4 caractères. Bon, là, il y en a 3. Il peut y avoir 0 caractère, 1 caractère, 2, 3 caractères ou 4 caractères. Donc, c'est de l'hexa. Hein. Alors qu'une MAC adresse, c'est uniquement 2 caractères. Mais sinon, l'idée, ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble. Avec les 2 points, etc. Donc, dans notre cas, en fait, dans chaque, ce qu'on appelle une trame, c'est-à-dire c'est un paquet qui transite sur le réseau. Donc une trame, c'est ça, c'est ce qu'on appelle frame. Alors pour que vous compreniez en fait comment est-ce que tout ceci est agencé et comment ça marche, on va reprendre un petit truc qui est stack TCP/IP. Donc stack TCP/IP. Juste pour que vous puissiez de nouveau avoir l'image en tête en fait. Vous allez comprendre. Et est-ce que je peux avoir un super exemple? Un super exemple de communication. Ouais, voilà, ça c'est très bien. Voilà. On va prendre celui-là. Hop. Voilà. Alors, ne regardez pas le texte. C'est pas important le texte. Ne regardez pas les explications. On s'en fout. Ce qui importe, c'est de comprendre qu'en réalité, quand une machine veut communiquer avec une autre machine, c'est ce qu'on voit ici, hein. C'est typiquement ça. C'est un paquet, c'est un truc qui a été envoyé d'une machine à une autre machine. Rien que ça. C'est rien que ça.
C'est vraiment la poste. C'est la même chose que la poste. C'est ah, aujourd'hui j'ai envie d'envoyer une lettre à Marie-Thérèse. J'ai envie de lui dire que je la kiffe. Ok? Eh bien, pour envoyer votre lettre à Marie-Thérèse, vous devrez, dans ce cas-ci, d'abord écrire votre lettre. Donc, tu écris ta lettre en manuscrite sur ta feuille papier, par exemple. Ensuite, tu replies ta lettre. On va dire ici, ça c'est tu replies ta lettre, j'invente. Ensuite, tu vas mettre ta lettre dans l'enveloppe et tu vas mettre un timbre, etc. etc. Et au moment où tu as mis le timbre, tu l'as envoyé, t'as déposé ta lettre dans la boîte aux lettres du village, de la poste, ou j'en sais rien, peu importe. Ensuite, il y a le petit facteur qui vient chercher la lettre, qui va de la transiter, et hop, d'une manière totalement magique, la lettre, elle arrive chez Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, elle récupère la lettre dans sa boîte aux lettres, elle va ouvrir l'enveloppe, elle va ouvrir la lettre, et en lisant la lettre, elle va dire « Oh, mais il y a Bob, oh putain, il me kiffe Bob, oh, faut trop que je fasse un rendez-vous avec lui et tout, je sens que ça va être trop chouette et tout. » Enfin voilà, vous imaginez le truc. Eh ben, toute cette action, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Le bon terme technique, ça s'appelle de l'encapsulation. C'est-à-dire que d'abord, je vais avoir mon message. Mon message, il va se retrouver, hop, encapsulé. Donc, il va y avoir des choses à côté. Et puis, hop, il va grandir, il va grandir, il va grandir. Est-ce que je peux vous montrer encapsulation de paquets? Voilà. Juste comme ça, vous voyez l'idée. Donc, on a déjà un petit aperçu ici. Est-ce que je peux avoir un autre aperçu plus... Ah, celui-là, il est pas mal, peut-être. Ah, ça, c'est bien. C'est un bon exemple. Voilà. Et donc, vous voyez que ma donnée qui est là, bon, faites pas attention au nombre de couches, hein, c'est pas important. La donnée qui est là, qui est finalement le message que je veux transmettre à Marie-Thérèse pour lui dire « Marie-Thérèse, je te kiffe, t'es trop bonne, j'aime ton boule, viens on se marie ». Voilà. En gros, c'est la lettre, tu vois. Et le truc, c'est que pour que Marie-Thérèse reçoive son message et qu'elle tombe folle amoureuse de Bob, eh bien, Bob va devoir faire un certain nombre d'actions. Et dans ce cas-ci, il va devoir encapsuler son message. Et donc, tout le processus qu'on a dit avec la lettre, le timbre, etc., c'est exactement ça. Donc, la donnée, elle va se retrouver ici. Et puis, tout ce bloc-là va se retrouver ici, qui va être encapsulé avec des informations devant, des informations derrière. Et systématiquement, le bloc, on va l'encapsuler dans un autre bloc, dans un autre bloc, dans un autre bloc. Et donc, la donnée qui, par exemple, fait, je ne sais pas moi, admettons, qui fait 5 bytes, admettons, ou alors on peut parler en mots, qui fait 5 mots, j'en sais rien, peu importe. Eh bien, à la fin, le paquet complet qui va être, que le facteur va récupérer, eh bien, ce ne sera pas 5 bytes, mais ce sera peut-être 1 kilooctet. Donc, 1024 bytes. Vous voyez ? Tout ça parce qu'il y a des informations en plus qui ont été rajoutées pour permettre de contextualiser l'information. Et ce contexte, dans Wireshark, c'est les niveaux que vous voyez ici. C'est exactement ça. Vous voyez, on a les différents niveaux. Donc NetBIOS, c'est l'information finale qui m'intéresse. C'est ce qui se trouve dans la lettre où Bob dit à Marie-Thérèse qu'il la kiffe. C'est, par exemple, dans ce cas-ci, NetBIOS. Si je choisis un autre protocole, admettons HTTP, eh ben, ce ne sera pas NetBIOS, mais ce sera Hypertext Transfer Protocol. Parce que le message, c'est du HTTP. Et donc, en dessous de ça, il faut l'encapsuler. On l'encapsule dans quoi? Dans du TCP. Ça, certainement, TCP, UDP, vous connaissez. Et puis ça, c'est encapsulé dans du IP, qui est encapsulé dans du Ethernet. Et l'Ethernet, c'est un frame. Et un frame, c'est un paquet, tout simplement. Bon, techniquement, c'est pas un paquet, mais bon, ça, on s'en fout. C'est un paquet, on va dire que c'est un paquet. Donc, c'est un paquet, et c'est cette frame qui est transmise sur le réseau. Voilà, globalement, ça vous donne l'idée de comment est-ce qu'en fait on peut voir Wireshark en fait, et que ça ne sera plus quelque chose de obscur. Voilà. Alors du coup, je reprends le chat parce que j'étais parti dans ma super explication là.
C'est le premier, le constructeur, et l'autre partie identifiante de la machine. J'ai pas suivi de ce que tu voulais dire. Il y a un passif entre les IPv6 et moi. Ah, c'est-à-dire les vieilles structures qui implémentent IPv6, mais à moitié. Ah, oui, non, oui, ça c'est un réel problème. On veut la suite de l'historique avec Marie-Thérèse. De l'histoire avec Marie-Thérèse. Mais évidemment, on l'aura un jour. Je me suis inscrite sur TryHackMe. Je fais les trucs de beginner. J'essaie de comprendre le network, le LAN, etc. Je sais pas si c'est la bonne façon. J'essaie de tout comprendre. Tout est en anglais. Si l'anglais est difficile, comme je t'ai dit, hein, on peut en discuter sur Discord. Tu peux poser tes questions sur Discord. On peut même faire un vocal sur Discord. Il y a moyen de... On peut même faire un live. Un jour, si ça t'intéresse, on peut faire un live explication de réseau. Et alors, on expliquera les concepts, un peu comme on vient de faire ici. Tu vois, c'est d'essayer de rendre un concept de réseau, qui est un truc concret, le rendre un peu plus abstrait pour qu'il soit plus facilement abordable. Typiquement, si après tu as envie d'aller un step plus loin, voire beaucoup plus loin, je t'invite à lire une brique qui s'appelle le Servin. Alors, le Servin, c'est cette brique-là, qui s'appelle du coup Réseau et Télécom. Bon, moi j'ai la 4e édition, je pense qu'il y en a une nouvelle depuis. Et Réseau et Télécom, comme tu peux le constater, il y a beaucoup. Ça, comme Tololo il dit, c'est la Bible. Ça, tu vois, alors, et comme je vous ai dit, hein, franchement, j'ai que des livres de référence. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont très bien. Et donc, en fait, dans le Servin, tu vas avoir plein d'explications, tu vois, avec des schémas, etc., etc. Et ce qui est bien, pour les réfractaires de l'anglais, c'est écrit en français. Ça, c'est bien. Donc voilà. Si un jour, tu veux vraiment pousser tes connaissances, ou même de manière générale, si tu te poses une question quelconque en réseau, je t'invite à acheter ce livre, ça vaut vraiment la peine. T'es pas obligé de l'acheter dans le but d'être ultra balèze en réseau, c'est pas le but. Moi, j'ai fait mes études en réseau et télécom, c'était la base de mes études. Mon diplôme est basé là-dessus, donc forcément, je dois le connaître. Je connais le contenu qui est à l'intérieur, mais t'es pas obligé de tout connaître non plus. Hein. T'inquiète, relax. Tu vois, y a pas ce problème-là, quoi. Mais il y a moyen. J'ai vu Lille le nous. On va faire une soirée ASMR. Je lis le réseau et télécommunications de Claude Servin en ASMR. Alors, je vais prendre une page au hasard. Le mode d'adaptation au support. Généralité. Chaque machine participant à une transaction de données est reliée à la terre locale. C'est pas beau ça comme phrase? Au secours. J'en peux plus, quoi. Ah, sans la musique. Hop, on met sans la musique. On va reprendre une autre phrase. Alors. Ah, l'ADSL. Voilà, par exemple. Il faut baver sur le micro comme certains streamers que j'ai vus. What? Sérieux? Mais non. Sérieux? Alors, par contre, il y en a d'autres, elles font des trucs genre... Des vieux trucs comme ça, tu sais. T'es là, mais what? C'est quoi ce délire? Une version payante, édition A-Roll est dispo. C'est une version, du coup, lèche le mic, ouais, c'est ça. Une version électronique, alors, c'est ça? 400 pages? La mienne, ici, fait 700 pages. Ouais, je suis à 700 pages, à peu près. Mais encore une fois, comme j'ai dit, tu n'es pas obligé de tout lire. C'est pas le but. C'est pas un livre, c'est pas un roman. Hein. C'est pas un roman que tu lis de la première page à la dernière page. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est un livre technique. Donc le but d'un livre technique, c'est j'ai une question précise, genre c'est quoi TCP/IP? Eh ben, tu vas dans l'index, tu regardes où se trouve TCP/IP et tu commences à lire les concepts de TCP/IP. Et il commence vraiment à la base et t'explique, eh ben voilà, le concept de TCP/IP est basé sur un stack
OSI à la base. OSI, c'est un modèle d'encapsulation des données, etc., 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 avec différentes couches. Enfin, tu vois, voilà, et c'est le truc de base. Et c'est exactement ça, tu l'ouvres vraiment quand tu en as besoin. C'est purement ça. Genre celui-là, je l'ai plus ouvert depuis des années. Parce que j'en ai pas besoin, tu vois. Voilà. Pardon. Internet est bien, ton livre de poche est un peu lourd. Ah bah si tu dois te le trimballer un peu partout, alors oui, effectivement, la version électronique est bien. Après, l'avantage de la version électronique, tu fais un CTRL-F, ce genre de choses, tu peux faire du copier-coller, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'aime bien encore la version bouquin, enfin la version papier, juste parce qu'en fait, voilà, j'aime bien le format, j'aime bien le lire, j'aime bien tourner les pages, tu vois, c'est différent, c'est vraiment différent en fait. Plutôt ça. C'est vraiment plutôt ça, l'idée. Alors, donc, dans notre cas, notre MAC adresse, on la récupère systématiquement dans la partie Ethernet. Parce que dans la couche Ethernet, c'est on va transmettre un paquet d'une MAC adresse vers une autre MAC adresse. Globalement, c'est ça le truc. Alors, sur des livres aussi volumineux, c'est clair qu'il faut trier l'information. Ah oui, oui, clairement. Mais et c'est ça qui est bien, c'est qu'en général, c'est pas le cas pour tous les livres, en général, sur ce genre de livre, l'information est plutôt bien triée. Donc c'est pratique. C'est vraiment pratique. Alors, c'est quoi la MAC adresse de notre machine infectée? Très bonne question. Donc on va reprendre notre machine en question. En fait, on sait que c'était celle-ci, donc on va prendre la MAC adresse source. Donc la MAC adresse source, c'est celle-ci. On va faire clic 3, copy value. Hop, on va la mettre ici et on valide. Jusque-là, vraiment, c'est basique. Jusque-là, ça va. Si vous êtes perdu, dites-le et alors je peux réexpliquer d'une autre manière, etc., etc. Il n'y a vraiment pas de stress. Sinon, oui, un jour, un live réseau, ça peut être bien, mais il faut que je sois là dès le début, sinon, RIP. Bah, on peut organiser ça. Franchement, on peut organiser ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas un bouquin qui se lit comme un roman, et ça ne doit pas être un bouquin qui se lit comme un roman. Absolument pas. Si vous le lisez comme un roman, c'est perdu. Vous allez être perdu. C'est pas le but. C'est vraiment un outil. C'est purement un outil. Mais la chute est pas ouf. J'avais déjà la réponse. Alors, maintenant la grande question est de savoir quelle est l'IP du site compromis. Et là, ça devient un peu plus sport. Alors pourquoi ça devient un peu plus sport? Parce que on a besoin d'avoir des informations, de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, est-ce que quelqu'un sait si Discord est open source? Non, c'est pas open source. Si on peut récupérer le code ou pas? Ben, bien sûr que non. Non, non, non. Pour essayer un projet, pas du tout. C'est close source 100%. C'est détenu par Microsoft. Donc, non, non, non. C'est absolument pas open source. Il y a une API qui est disponible. Donc, tu peux faire des requêtes à l'API de Discord. Mais ça appartient à Microsoft, hein, Discord. Ils l'ont racheté il y a 2 ans, un truc comme ça, 1 an, 2 ans. Microsoft by Discord. C'est les grands qui ont fait ça. Discord ends Discord is said to reject Microsoft 12 billion offer. Ils l'ont pas acheté? Mais si, ils l'ont acheté. Non? Attends. Avril, mars, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un épisode?
Microsoft Disney deal dead as Sony buys minority stake in the company. Ah! Nani? Ah, j'ai pas du tout suivi ça. Ah ah. Donc il y avait des négociations avec Microsoft et je pensais que c'était acté. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Mhm. 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 Alors du coup, Sony on est par qui alors? Discord. Discord, Wikipédia. Est-ce qu'on a le truc à droite? Type, licence. Alors, Discord... On ne sait pas qui est derrière. Jason Citron, who has founded OpenFaint. Social gaming platform for mobile games, blablabla. D'accord. Globalement, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, est-ce qu'on peut jumper à la fin en fait et avoir directement le truc final? Euh, euh, euh. Mhm. Ah. Ils ont une valeur de 15 milliards Discord quoi. 15 milliards, vous imaginez? C'est énorme. Non. Eh bien, mesdames et messieurs, Discord n'a pas été racheté par Microsoft. J'ai dit de la merde. Non, non, c'est toujours une compagnie indépendante. Bon à savoir. C'est bon à savoir ça. C'est d'en vendre de la personal data. Non, pas nécessairement en fait. Pas du tout. Justement. Parce que leur business model, c'est avec Nitro. Ça marche très bien. Il y a un clone 15 base open source Discord alternative en 2022. Element. Intéressant. Mattermost. Mattermost, ouais, ouais. Jitsi. Alors Jitsi, c'est plutôt une alternative à Signal, donc c'est pas pareil. Jamie, même chose, c'est pas pareil. Mumble, oh, ils ont évolué, c'est devenu ça Mumble? Non, c'est devenu ça Mumble? Waouh, comment ça a changé? OMG. Qtox, je connais pas. Telegram, rien à voir, mais non, c'est pas une alternative à Discord, Telegram, allô. Rocket Chat, éventuellement. Slack, ce serait clairement une alternative, mais c'est pas open source, je pense, Slack. Wire, non, je pense pas non plus que ce soit bien. Et Zulip, je connais pas. Zulip, je connais pas. Matrix, effectivement, Matrix, c'est à peu près un équivalent. On a Gitter, ok. On a Signal, mais ça n'a rien à voir. Signal, c'est pas une alternative à Discord. Ils font pas du tout la même chose. Let's Chat, je connais pas. Nextcloud Talk, même chose, tu oublies, ça n'a rien à voir. Et Wrapping Up, c'est la fin. En entreprise française, tu as Atolia. Atolia? Je connais pas. Atolia. C'est quoi Atolia? Agile and secure workplace for your teams. C'est comme Slack, c'est du payant quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais, je connaissais pas. D'accord. Ah oui, je vois effectivement, c'est très axé
Bleu, blanc, rouge. C'est développé par une boîte française? T'as pas lu jusqu'à... Ah d'accord. En fait, c'était pour créer une sorte de bot pour envoyer des messages à la place, etc. etc. Ben ça, l'API de Discord te le permet, Cookie. Tu peux faire un bot et puis qui fait ça. T'as pas besoin d'avoir le code source de l'application. Tu as l'API qui permet de faire ça. Et t'as des librairies dans le langage que tu veux pour pouvoir interagir avec ça. Tu tapes API Discord. T'as plein de bots qui font ça. Tu vois, API Discord, t'as le développeur portal de Discord. Tu peux créer ta propre application. Et tu vois, tu peux interagir. Et dans l'interaction, tu as, par exemple, je sais pas moi, les guildes, c'est les serveurs. Tu as les stickers, tu peux inviter des gens. Tu as la partie voice. Tu as les channels, c'est justement pour interagir dans les channels. Tu peux taper un message, etc. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de choses. Tu peux leave un thread, tu peux pin un message. Enfin, tu peux faire énormément de choses avec un bot. Mais ça peut interagir sur mon compte ou juste sur un serveur. Les deux. Les deux. Les deux. Tu peux faire un, 2, 3. Tu peux faire authentifier. Oui, on peut dire ça comme ça. Tu peux faire authentifier un bot via ton compte. Ça marche. Ça marche tout à fait. Après, c'est mieux de le faire via un vrai bot pour plein de raisons différentes. Mais sinon, oui, c'est faisable. Alors après, admettons que, je sais pas moi, tu as envie de faire un truc en Python. Ah ben, tu tapes Python, Discord, library, et tu vas trouver des trucs. Tu vas trouver des librairies. Tu as discord.py par exemple. Ben voilà, avec discord.py, tu peux taper du code, je sais pas moi, j'en sais rien, des exemples. Dans les commandes, je sais pas moi, j'en sais rien en fait. Il y a un exemple quelque part. Voilà. Tu as les exemples ici, et tu vois comment, voilà, tu fais from Discord, import comments, et là tu peux taper une commande par exemple. Tu vois? Ça marche comme ça. Et là, c'est un bot en Python. Tu peux le faire la même chose en Node.js, tu peux le faire en PHP, tu peux le faire en langage que tu veux, quoi. Après, c'est une API, quoi. Donc, une API, c'est vraiment du pur. Merde, je vais fermer. Merde. J'ai fermé un truc qu'il fallait pas. Shit. Hop, on retourne Cyber Defenders. Hop, page 11. Malware Traffic Analysis. Let's go, on est là. Mais je me demande si je peux pas me faire ban si j'envoie des messages via un bot. Non, absolument pas. Te ban de quoi? Si tu t'envoies des messages à toi-même ou dans ton propre serveur Discord, c'est totalement ok de faire ça. Tout le monde fait ça. Donc oui, non, tu peux le faire. Hein. À partir du moment où tu fais un bot qui commence à spammer sur un serveur qui ne t'appartient pas, là on a un problème. D'ailleurs, en fait, il faut que ton bot soit approuvé, qu'il puisse rejoindre un serveur. Mais bon, c'est encore autre chose. En message privé, ça marche aussi. Il peut t'envoyer un truc en message privé. Et il peut te dire, voilà, tiens, j'ai une notification liée, j'en sais rien moi, si c'est genre ta machine à café, il n'y a, plus de grain dedans et que tu dois mettre du grain, ben tu mets un petit truc, un petit message qui te dit, hé attention, tu dois remplir ta machine à café, ou attention, tu dois aller acheter du café quand tu fais les courses. Tu vois, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être suite à un flux RSS ou quoi que ce soit via une news ou un truc que tu veux te forwarder ou si tu veux voir le cours du Bitcoin se cracher et que tu veux avoir les informations toutes les 10 minutes, eh ben, tu peux faire un bot qui te renvoie la valeur du Bitcoin en USDT et il peut te la renvoyer toutes les 10 minutes en MP. Et ça peut faire plein de choses. Faire un bot Discord qui parle via ton compte perso, c'est du ban 100%, mais via un token auth spécifique. Pour le bot, c'est bon et ayo. Pourquoi Alors déjà, je pense pas que tu puisses te auto-MP sur Discord. C'est une fonctionnalité qui existe sur Signal. Je ne pense pas qu'elle existe sur Discord. Donc ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Par contre, tu peux faire un bot qui te MP toi, oui, bien sûr. Et c'est, enfin, vous montrer, hein.
Je vais vérifier un truc avant de vous montrer ça. Voilà, c'est un bon exemple ici. Hop, voilà. Ça, c'est un... Donc, c'est notre Discord de test. Vous voyez pas tout, bien entendu, mais... Donc, globalement, ici, c'est notre Discord où on fait des tests de bots. Et dans ces tests, vous voyez que ici, par exemple, mon bot, il s'appelle BetaRoll. Et BetaRoll, c'est un code Python que j'ai écrit. Et derrière, quand je fais... j'écris des commandes ou quoi que ce soit, j'ai fait des tests, hein, bien entendu. Derrière, il va me renvoyer des informations. Genre, par exemple, si je tape Hello, eh ben, il me répond General Kenobi. Parce qu'il écoute sur le canal, et dès qu'il rencontre un certain pattern, il va répondre derrière. Tu vois, etc., etc., etc. Donc, c'est le genre de choses possibles. Via le WSS. Je connais pas le WSS. Ah, WebSocket Service? C'est peut-être ça que tu veux dire? Je sais pas. WebSocket, c'est ça, ok. Ah, Web Secure Socket. Ok, un WebSocket quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus secure qu'un WebSocket de base? En partant du principe qu'un WebSocket est censé être sécurisé. Hein. Enfin, secure, de base. Et check l'origine. Il est chiffré. Euh... Ben, tu peux ouvrir un WebSocket TLS. Anyway, ok. Ça peut être bien de coder soi-même des bots, car avec toutes les merdes qu'il y a avec les Koya bots, etc., qui ont tous les droits admin, c'est bof bof. Exactement, et c'est pour ça que sur le Discord d'Isnome, vous ne voyez pas de bot public. Et c'est justement pour cette raison-là. C'est parce que je ne veux pas donner les droits d'accès admin à mon Discord pour un bot dont je ne contrôle pas le code. Parce qu'il suffirait que l'auteur, en une fois, modifie le code du bot, et let's go, il défonce tous les serveurs derrière. Donc ce serait une énorme faille de sécurité. Non, non. Mais de manière générale, c'est bien de coder ton bot toi-même, hein, parce que ça te permet tout simplement d'apprendre aussi. Donc c'est plutôt cool. Ok. Alors, la suite. La suite. Quelle était l'IP du site qui était compromis? Alors, cette question-là, je l'aime pas. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, il y a plusieurs sites qui sont compromis. C'est pas genre le site compromis. C'est genre, il y a plusieurs sites compromis. Et en fait, c'est un peu naze comme question. Donc, si on regarde déjà au niveau HTTP, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on voit que notre machine, elle fait un post vers 204.79 machin brol chose. Et ce 204.79, si on regarde la partie HTTP, alors HTTP, ça vous connaissez, hein, donc ici en rouge on a la requête, ici en bleu on a la réponse. C'est le même principe que quand on utilise Burp ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Et donc, typiquement ici, c'est quoi? Là, il a fait un post vers Bing. En gros, il a fait une recherche. Donc Bing, on s'en fout. C'est pas important. Donc on peut bannir la 204.79. C'est là, elle ne nous intéresse pas. Alors ce que je vais faire, déjà, première chose, je vais changer de profil et je vais aller dans un profil HTTP. Et là, vous voyez que mes colonnes ont changé. Donc mes colonnes ont changé, mes boutons ont changé, etc. etc.
Et donc j'ai tous des raccourcis qui viennent d'arriver. Alors c'est vrai qu'il y a un bouton à droite que vous ne voyez pas. Attendez, hop, hop, hop. Voilà. Ici en haut à droite, j'ai un bouton qui fait HTTP. Donc là, j'ai pas de filtre. Donc vous avez tous les paquets qui sont là. Si je clique sur le bouton, automatiquement, il va m'appliquer un filtre. Et vous pouvez ajouter autant de boutons que vous voulez, etc., etc. Hop. Voilà. Alors, donc, et en plus, preuve en est, on voit le host ici qui est bing.com. Donc bing.com, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que il fait appel à un get avec du WordPress content. Donc on voit qu'on est ici un site de WordPress. Et on est toujours sur ce truc-là, on a toujours du WordPress, etc., etc. Et puis, à un moment, on est apparemment redirigé vers adultbiz.in. Alors là, ça devient intéressant. Donc, concrètement, on a notre truc, donc on a Cineoland, et on voit d'ailleurs encore qu'on a du Cineoland derrière, on a encore du Cineoland ici, et d'ailleurs on a des trucs, on a upload, on a du give, jusque là, ça me dérange pas, on a un favicon, ça me dérange pas non plus, bon, jusque là, moi je considère pas trop que Cineoland soit, en tant que tel, un site malicieux. Mais on va regarder après un peu plus en détail. Alors par contre ici on voit de la data, on voit des trucs, et on est sur une réponse. Donc on peut aller regarder ça, on fait follow, HTTP stream, et on voit effectivement, bon dans ce cas-ci c'est le CSS, c'est du JavaScript, c'est toute la page web en fait. Donc on a toute la page qui est là, mais vraiment c'est pas ça qui est important. C'est vraiment pas ça qui est important, c'est juste une page de base. On a un GIF derrière, vraiment rien de problématique en l'état. Est-ce que je suis en mode promiscuous dans Wireshark? C'est une bonne question, je ne sais pas. Et de toute façon, j'analyse impeccable, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire. Parce que je ne capture pas de paquet. Si c'était ça, ta question sous-jacente. Je ne fais pas le backup, justement. Je télécharge. C'est pas moi qui a généré le backup. Généralement, généralement, oui. Oui, effectivement. Mais la plupart du temps, en fait, c'est du port mirroring ou alors tu génères directement ton backup sur ton switch. Hein. En général, c'est plutôt comme ça. Mais c'est extrêmement rare qu'on ait une capture réseau pardon, pour définir ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, en fait, les sociétés ne loguent pas leur partie réseau. Au mieux, parce que le volume serait beaucoup trop gros, au mieux, ce qu'ils font, c'est loguer ce qu'on appelle du... j'ai un trou de mémoire. Du NetFlow. Le NetFlow, c'est à peu près le même principe qu'un backup, sauf qu'il n'y a pas toute la partie à l'intérieur. Donc un NetFlow va te dire, j'ai vu un paquet qui allait d'un endroit A à un endroit B, c'était tel protocole, il faisait telle taille. Et globalement, c'est tout. Ça, c'est du NetFlow. Et le but du jeu, c'est d'avoir uniquement l'idée générale du trafic réseau des différentes entités. Et NetFlow, c'est ça. Globalement, c'est ça le NetFlow. Mais tu n'as pas le détail. Donc si tu veux avoir un détail de savoir quelle était la donnée qui transitait, ça tu l'auras pas. Et c'est pas le but du NetFlow, justement. Et d'ailleurs, tu as des devices qui font ça, qui coûtent bonbon. Enfin, genre vraiment bonbon, quoi. Donc par exemple, si tu fais port mirroring
Non, excuse-moi. Network tap. Device. Il y avait notamment un truc qui était pas mal pour ça. Voilà, c'était chez Gigamon. Accrochez-vous, les prix, ça pique à mort. Alors, est-ce qu'on peut voir les prix? Active Network Tap. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça en fait. Donc, tu as du Virtual Tap, ça marche très bien. C'est quand tu es sur avec un vSwitch par exemple. Mais typiquement, tu as le Passive Optical Network Tap, tu peux également faire. Enfin, vraiment, ils font vraiment beaucoup de trucs. Ils ont quoi dans leurs produits? Appliance Filtering, GigaSmart, GigaView, Fabric Manager. Peut-être c'est là-dedans. J'ai vu un... Ah, c'est peut-être... Non, ça c'est les interfaces qui permettent de voir tout ça de manière professionnelle. Ça coûte un bras. Mais genre, vraiment, ça coûte ultra cher. On parle de 20, 30, 40 000 euros le device. Sans la maintenance, sans le support. C'est ultra cher. Ils ont produit une Nutanix et machin. Network Taps. Peut-être qu'on va avoir plus d'infos ici. La partie Network Tap. Non, on revient toujours sur le même. Est-ce qu'on n'a pas le pricing? Pricing Gigamon. Pricing Giga. Par contre, leur matos est ultra stylé. Ah, pricing de Gigamon. Attention, accrochez-vous, ça fait mal. Alors, voilà. Donc, je vous avais dit hein, que ça pique. Donc le Gigamon, par exemple, celui-ci, qui a 12 ports 1 giga ou 10 giga, lui démarre à 23 000 $. Voilà. Après, c'est pas les vrais prix de vente, hein. Mais ça démarre à 23 000 $. Il y en a d'autres avec des AC, machin, etc. Donc des power supply. Ça monte à 26 000 $. Et ça peut aller, mais alors, beaucoup plus haut. Donc voilà, tu vois, 34 000, 43, 52 000 $. Je vous ai dit, hein, ça pique sévère quand vous voyez ça. Il y a très peu de boîtes qui ont ça, clairement. 44 000 $, 54 000 $. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des équipements qui, de base, déjà, en fait, c'est pas uniquement le hardware que vous achetez, mais vous achetez toute la partie logicielle derrière. Et ça coûte tout le développement de ça. Et donc, quand vous achetez du Gigamon, vous savez que vous aurez à la fois du matos physiquement qui est de très bonne qualité, ensuite vous aurez derrière du software de bonne qualité, et vous aurez du support. Donc, tu vois, c'est un ensemble en fait. Mais vraiment, voilà, c'est pour ça que ça coûte cher, quoi. Ça coûte vraiment cher. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun de nos clients, par exemple, qui ont ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que derrière, il faut bien comprendre que avoir le tap, c'est bien, mais il faut stocker en fait tous les paquets derrière. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un storage énorme derrière pour stocker tout ça, et ça coûte encore plus cher. Je suis le seul à pas être vraiment choqué. Moi personnellement, alors je suis pas choqué parce que je suis habitué au prix du matériel pro dans les data centers qui coûte cher, mais pour ce que c'est, ça reste cher, ouais. C'est le prix, hein. C'est le prix. Un pfSense en VM me coûte bien moins cher, mais il fait pas la même chose. Un pfSense, c'est pas dédié à ça. Et surtout, c'est une VM. Ce n'est pas du hardware. Donc, tu n'es absolument pas dans les mêmes performances. Alors, on va continuer. Quelle est l'IP du site compromis? Alors bon, j'y étais un peu en mode random pour celle-là, parce que finalement, en fait, il y avait plein de sites compromis. On a un bon truc ici, par exemple, qui est adultbiz.in. On peut regarder ce qu'il fait adultbiz. On a aussi 24 Corp Shop, qui est pas mal.
qui étaient aussi des trucs un peu étranges, on va dire ça comme ça. Donc il y a moyen effectivement de voir tout ça. On a les stands.trust and probability. Je sais jamais comment couper les mots pour bien les prononcer. Trust and reality. Je sais pas, bref, soit. Et là par contre, on voit des index.php avec des trucs chelous derrière. Ça, mesdames et messieurs, avec un application/x-ms download, ça, moi je vous le dis, on tient un truc. Mais je vais pas vous spoiler tout de suite. Alors ici, on a quelque chose d'intéressant. Bon, on a du embed de machin. Alors si vous voulez, on peut aller regarder ce que c'est. On a un lien. On peut aller voir. On fait follow, HTTP. Donc c'est un lien YouTube. Hein. Donc on va aller voir le lien YouTube. Hop. Et c'est un truc qui n'a absolument rien à voir. Et je sais même pas qu'est-ce que... সেরা বাঙালি 2013 ডক্টর সমীর চৌধুরীকে মঞ্চে ডেকে নেব আর তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য মঞ্চে ডেকে নেব প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব সুনীল মিত্রকে Bon, c'est une remise de prix. প্রজেক্টে আমি কাজ করতাম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে যখন Ah, voilà, c'est une cérémonie de prix de je sais pas quoi. Me demandez pas ce que ça fout là-dedans, j'en sais rien du tout. C'est trop chelou. Sinon, tu veux une équipe de 3 personnes, N3. N3, c'est quoi N3? C'est 6K la journée. Minimum. C'est quoi une équipe de N3? N3, c'est niveau 3, c'est ça? Je me tape que les N0 et N0.5. Niveau 3. On parle L1, L2, L3, les level 1, 2, 3 de support, c'est ça? Tu vois, c'est pour ça en fait que j'ai beaucoup de mal. Et je crois que j'arriverai juste pas à bosser en France. Parce qu'en fait, vous francisez tout. En Belgique et au Luxembourg, j'ai jamais entendu ce terme N3 en fait. Personne dit ça. Nous, c'est L1, L2, L3. Level 1, level 2, level 3. Et j'ai jamais entendu niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais alors jamais. Vraiment jamais. C'est marrant. Ah, bah oui, tu vois, t'as deviné. Bah, en Belgique, on dit pas ça. Et donc, attends, tu dis quoi quand tu dis une team... Alors, on va faire le calcul. Hop, on sort la calculatrice. Tu as dit 6K pour une équipe de 3 personnes. Et ça fait 2000 la journée. 2K la journée? Pour du support L3? Vous faites quoi comme type de support L3? Ça me paraît cher, ça, quand même, 2K la journée. Même nous, dans notre C-Cert, on n'est pas vendu si cher, hein, la journée. Quand on fait de la réponse incident. Là, c'est 2K, c'est beaucoup. Hein. Anyway, alors, de l'expertise métier. Ok, d'accord. Après, si vous avez votre propre produit et que personne d'autre le connaît, parce que c'est un truc close source, machin, etc. Alors, bon, là, ouais, là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, je ne pense pas que le site, ce soit Signy-Holland qui soit pourri. Je présume qu'on a du 24 Corp Shop. Qu'est-ce qu'il fait le 24 Corp Shop? Hop, on regarde. Et on a un truc qui est iframe, stand, trust, machin truc. Ah, ça c'est bien. Un iframe qui pue là-dedans, ça c'est pas bon. Donc notre site candidat, c'est celui-là. On a d'ailleurs, vous avez vu, on a le référeur. Donc on a Signy-Holland qui a
renvoyé vers 24 Corp Shop. Et c'est 24 Corp Shop qui a un truc un peu dégueulasse. Pause pipi, bah, vas-y. Ou tu prends ton smartphone aux toilettes comme tout le monde. Donc, notre 24 Corp Shop me paraît un très bon candidat. Et donc, lui, c'est 172, 16... Attends, non, c'est 168, 225, machin truc. Par contre, ça matche pas du tout, donc c'est pas ça. Donc, à mon avis, il faut retourner un cran en arrière et prendre le Cineolent. Parce que c'est le Cineolent qui va de l'autre côté. Et donc, certainement, on a notre Cineolent qui est en fait un WordPress qui a été breaché. Voilà, tout simplement. Un L2, je fais l'effort en anglais. Oh, c'est sympa. C'est 700 la journée. Ah, c'est tout de suite beaucoup moins cher. Et donc là, on a du 82.150.140.30. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai mis cette IP là? Si ce n'est pas le cas, dites-le dans le chat. On continue. Question suivante. Je me croirais, tu sais, dans Question pour un champion, tu sais. Ou dans Qui veut gagner des millions. Alors, la question pour 500 000 euros. Ce serait énorme. J'adorerais répondre à des questions comme ça pour 500K. Ce serait bien. Alors, c'est quoi le FQDN du site compromis? Alors, le FQDN, bon là là, hein, c'est cineholland.nl. Après, mon client, c'est Michelin, il compte pas vraiment. Ah, ouais, c'est pratique. C'est pratique. Alors, quelle est l'IP du serveur qui a délivré le exploit kit et le malware? Alors, pour ça, parce que bien entendu, on pourrait le faire via Wireshark, mais je vais vous montrer un outil. On va switcher maintenant sur un autre outil. Je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle Brim et qui va vous sortir cette information en 2 temps 3 mouvements. Donc, on va switcher. Hop, j'ai ma Flare VM qui est là. Et dans ma Flare VM, j'ai installé Brim. Vous voyez, il est ici, hop, et là mon Brim. Donc je lance Brim. Donc ça ressemble à ça, Brim. Bon, ça le tool. Et dans mon cas, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est mta1.pcap. Bon, je l'ai déjà, j'ai déjà fait tout le taf. Donc tout a déjà été fait. Mais en fait, si vous ingérez un nouveau pcap, il va vous faire, on va le faire ici en live. Donc je vais chercher mon pcap. Mon pcap, il se trouve où? Il se trouve dans Event. Non, pas dans Event. Dans Cyber Defenders, Malware Traffic Analysis, Live, mta1.pcap. Et vous voyez là, il dit, bah voilà, je suis en train de bosser. Et ça, c'est la manière dont Brim fonctionne. Donc, il est en train de bosser, il mouline. Et en fait, il va indexer le pcap de sorte à ce qu'on puisse faire de la recherche dessus assez facilement. Alors, je vais changer juste la musique. Tu vois, j'ai toujours ce bug hein, sur la partie desktop où en fait il y a plein de musiques qui sont grisées, mais qu'en réalité je peux quand même les lire, donc c'est très bizarre. Allez, let's go The Witcher. Tu vois, même chose, donc je peux les lire, mais elles sont grisées. Donc c'est un pur bug. Je sais pas ce qui se passe. Et voilà, on a notre truc ici. Alors, hop, je le referme parce que c'est pas important. D'ailleurs, lui je fais hop, delete. Ah, désolé pour le son. C'est le son de... En plus j'ai... Ah, je pensais que j'avais coupé le son. Ok, le truc de couper le son ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc on fait delete. Yes, voilà. Alors, chose qui est intéressante ici, c'est... Alors je vais vous montrer un peu, je vais vous présenter un peu l'interface avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc concrètement, dans l'interface, qu'est-ce qu'on a? Au-dessus, on a une timeline. Donc c'est la timeline des événements avec qu'est-ce qui s'est passé en quel type de paquet quand. Donc on voit qu'ici, par exemple, on a le 16 novembre 2014 à 2h11. On a eu des
des paquets TCP, du HTTP, du files, transfert, du DNS, etc., etc. Et enfin voilà. Donc il y a ça. Et à côté de ça, on a un input ici, cancel. On a un input qui est un truc orienté pour des queries. On va pouvoir faire des queries. Donc on a ça, on a des petits boutons au-dessus pour gérer la timeline, pour pouvoir changer les vues, pour modifier les colonnes. On peut faire un export au ZNG, JSON, NDJSON ou CSV. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas. Au-dessus, on a les onglets pour les différents pcaps qu'on est en train d'analyser. Et on peut les avoir ici aussi, d'ailleurs. Il y a moyen de faire vraiment des trucs assez cool comme ça. Donc par exemple, je fais ça, hop, je reprends mon pcap et je peux dire, ben voilà, maintenant je vais regarder, je vais faire une autre recherche, par exemple. Donc il y a ça. Et alors, ce qui est intéressant avec Brim, c'est qu'on peut avoir des queries. Alors par contre, il y a un problème qui me gêne énormément dans cette histoire. C'est que Brim, normalement, je peux créer mes propres queries. Donc par exemple, si je sélectionne, si je fais ici un clic droit, je sélectionne le petit plus, je peux faire une nouvelle query. Et donc si je fais, j'en sais rien, moi, name HTTP, la query c'est HTTP, admettons, et que je tape ici, j'aurai tout le trafic HTTP. Ok. Le truc c'est que quand je ferme Brim et que je le réouvre, en fait ma requête HTTP elle disparaît ici. Donc j'ai pas compris comment ça se fait, je sais pas pourquoi, et ça m'ennuie, donc faudrait que je regarde ça à l'occasion. Mais voilà. Et puis vous avez un historique des différentes recherches qui ont été faites. Donc vous voyez, j'avais déjà fait des recherches avant. Et globalement, c'est tout. Voilà. Globalement, c'est tout. Donc ça, c'est un peu le principe de base de Brim. Ensuite, vous avez ici au milieu les paquets. Alors vous avez vu que la vue comparée à... c'est indexé comme un ELK, exactement. Derrière, c'est un Zik qui est utilisé, mais c'est le même principe, c'est tout à fait ça. Donc ça, tu pourrais comparer ça à Kibana, et derrière, c'est un Elastic qui est en réalité un Zik. C'est absolument le même principe. Et donc, en fait, sur chacune des choses que vous sélectionnez, là, je double-clique sur une ligne, et je vais avoir des informations supplémentaires. Parfois, plus d'informations, parfois, moins d'informations. Par exemple, un packet lost, capture lost, tu vois, j'ai très peu d'informations. Par exemple, ici, je vais avoir une alerte. Une alerte, je vais avoir l'alerte sur Ikata, je vais avoir le paquet en relation, etc. etc. Donc, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et, qui plus est, j'ai un petit icône. Alors, je vais enlever ma tête, comme ça, vous voyez mieux l'icône. Hop. J'ai un petit icône en haut à droite, qui est un icône de Wireshark. Et si je clique dessus, ça m'ouvre Wireshark. Bon, ça dégage. Ça m'ouvre un Wireshark. Bon, c'est le Wireshark sur Windows, hein, donc j'ai pas mes configs ici. Ça vous ouvre un Wireshark avec uniquement les paquets qui nous intéressent. Donc, rappelez-vous, sur la partie sur la Tsurugi, par exemple, vous voyez en bas à droite, au total, j'ai, si je ferme, au total, j'ai 3053 paquets. Ok. Bon, ici, j'ai mon filtre, mais ça reste 3053 paquets. Donc, 3053 paquets. Et là, j'en ai 493. Ou 493. Et donc, forcément, il y en a beaucoup moins. Et c'est normal, c'est parce que il a uniquement isolé et sélectionné les paquets qui sont en relation avec cette alerte. Et c'est là que vous vous rendez compte à quel point Brim est extrêmement puissant en fait. Aussi, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez dire, voilà, je veux sélectionner une valeur, je veux faire des filtres, je peux faire un sort, je peux loguer des résultats dans une console, etc., etc. Je peux faire un count by field. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs super intéressants. Et là où en fait c'est aussi chouette, je trouve, c'est de regarder à gauche. Et à gauche, il y a des requêtes prédéfinies. Donc par exemple, on a un Activity Overview.
eh ben, dans un Activity Overview, il va vous sortir et vous dire, par exemple, eh ben voilà, il y a eu 62 connexions, 52 fichiers transférés. Alors, en termes de fichiers, c'est pas nécessairement un zip ou quoi que ce soit, c'est vraiment un fichier de manière... ça peut être un CSS, un JS, ce genre de choses. Il y a eu 29 requêtes DNS, on a eu 20 paquets problématiques, on a 6 paquets qui est un certificat X509, donc ça c'est pour la partie TLS. On a 6 paquets SSL qui sont liés forcément avec ce qu'on a vu juste avant. On a des stats, des paquets DHCP, des trucs qui sont un peu bizarres. Le reporter, je sais pas, et le capture loss, je sais pas non plus. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a, comme je disais, on a des requêtes sur les côtés qui sont prédéfinies. On a ici un Unique DNS Queries, et on voit automatiquement toutes les requêtes DNS qui ont été faites dans cette capture. Et donc, on retrouve le nom du PC. Le waypad, c'est pour l'histoire du proxy, on s'en fout. On a ici un site malicieux, mais vous allez voir juste après pourquoi il est malicieux. Il y a AdultBees, même chose. On a un waypad, on s'en fout. Le SSL Bing, on s'en fout, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les Windows Networking Activity, il n'y a rien, d'accord. Dans les HTTP requests, et vous voyez automatiquement, boum, là on tombe sur les requêtes HTTP et c'est déjà beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc on voit effectivement qu'on a eu un get vers stand machin truc brol chose avec l'URL en question derrière. Depuis l'IP machin vers l'IP machin. La seule problématique ici, c'est que par exemple, il manque une valeur, une colonne qui est par exemple time. Mais malheureusement, elle est pas disponible. C'est parce que dans la table en question, je ne sais pas exactement comment c'est structuré derrière, cette information n'est pas disponible. Ça, je trouve, c'est un point un peu dommage. On a les Unique Network Connections, c'est un peu ce qu'on a retrouvé tout à l'heure dans Wireshark. On a des connections received par taille de paquet. Donc on voit par exemple par taille de paquet que lui, il a reçu une réponse de celui-là, par exemple, etc., etc. Donc là, on peut déjà identifier éventuellement qu'est-ce qui est plutôt lourd dans la trace réseau. On a du file activity, vide. HTTP post request, il n'y en a pas eu, c'est vide. Show IP subnet, éventuellement, c'est voir tous les subnets, pas très important ici. Et là, ça devient intéressant. Suricata, alert by category. Et là, on a effectivement des catégories. Et oh, qu'est-ce qu'on voit directement? Tiens, network trojan was detected. Donc on voit directement que dans cette capture réseau, il y a un trojan. C'est super puissant, je trouve. On a quoi? On a du potential corporate privacy violation. Intéressant. On a du potential bad traffic, ok. Et un exploit kit activity detected. Ces deux trucs-là, ça c'est intéressant. Le premier et le dernier, c'est intéressant. Alors on peut regarder effectivement les sources destination de comment ça se passe. On peut regarder la même chose par subnet. Enfin voilà. Donc là, on a déjà, je trouve, des informations plutôt intéressantes. Et donc si on regarde la capture normale, on voit effectivement les alertes qui sont ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement exploit kit Java, exploit kit ici, du jar, etc., etc. Donc clairement, on a des trucs qui sont qui puent vraiment. Alors, on va aller, ça c'est Discord, on retourne dans la partie Tsurugi pour répondre à la question. Alors, donc du coup la question c'est quel est l'IP du serveur qui a délivré le exploit kit et le malware? Alors, ici, on voit qu'effectivement, il y a un exploit kit. Et cet exploit kit, il va de 32.200.69.143 vers 172.16.165.165. Et donc, ça veut dire que ce site web, tout dégueulasse, nous a envoyé le rootkit, ou l'exploit kit plutôt. En réalité, c'est juste que la victime a téléchargé le truc. Hein. Globalement, c'est plutôt ça. Mais bon, ça revient même. Donc, 37, 269, 143. Alors, de l'autre côté, ça correspond à quoi? Ça correspond à... hop, il est là. C'est celui-là. Et donc, c'est ce truc-là. Si je reprends en grand,
c'est stand.trustandprobablablabla.com. Donc c'est bien ce site-là, et on a bien le truc derrière dégueulasse. Donc on reprend ça, on va dire donc c'est 37.200.69.143. Et on valide. C'est quoi le FQDN de ce truc-là? Alors je vais pas le taper à la main par contre. Donc je vais reprendre ici, je vais faire clic droit, copie, copie, ah non, pas ici ça va pas aller, il va pas aimer, c'est pas grave, on va aller ici, HTTP, et on prend la valeur ici quelque part. Je pense que je peux prendre ça, copy value, ça devrait fonctionner. Et je vais le mettre ici. Donc hop, on va juste prendre, hop, ça on ferme. Et on prend juste ça, comme ça. Ok. Dites-le moi si vous suivez pas. Ensuite, quel est l'URL de redirection qui pointe vers le exploit kit? Alors, ça, globalement, c'est ce truc-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans le stream, on a bien le iframe. C'est ça la redirection. Donc on a un iframe, ça veut dire que dans la page web, on a une autre page web qui est malicieuse. C'est ça le truc. Donc voilà, c'est comme ça que l'attaque fonctionne dans ce cas-ci. Donc dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est http://24corp-shop.com. Ah, il me valide pas ça? Ah, il voulait un slash à la fin. http://24corp-shop.com/. Bon, ok, d'accord. Alors, autre question. Donc on a vu que c'était... bon, alors ici, la CVE, est-ce qu'on peut la voir directement dans Brim? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut voir directement la CVE ici? Hop. Est-ce qu'il peut m'afficher la CVE? Roulement de tambour. Je pense pas qu'il m'affiche la CVE. Je ne pense pas. Ça, ce serait très pratique. Non. Pas de CVE, hein, mesdames et messieurs. On n'a pas de CVE. Comment est-ce qu'on peut retrouver la CVE? Est-ce qu'on a une ici? Je pense pas non plus. Hein. On est bien sur du hunting, blablabla. Créer... Non. Non. Ça c'est dommage. Ce serait sympa d'avoir la CVE ici. Du coup, je me demande comment est-ce qu'on peut la retrouver. Si on peut la retrouver. Brim est un programme. Oui, c'est un programme. Tout à fait. C'est un exe que tu peux télécharger sur GitHub. Regarde. Tape Brim GitHub. Il te faut Wireshark derrière. Hop. Tu as le truc ici. Tu as les releases. Et donc, tu as les différentes versions. Je trouve assez stylé. Hein. On parlait justement de software stylé pour faire de la cybersécu. Et ben celui-là, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Donc, il est vraiment bien. Toi, tu as vraiment plein de trucs. Et puis, tu vois, tu peux le télécharger. Il est disponible pour Windows aussi, pour Mac, pour Linux, etc., etc. Bon, moi ici, je l'ai utilisé sur Windows, mais en soi, j'aurais pu le mettre directement sur Wiki. Je pense que je vais faire ça peut-être pour la prochaine fois. Alors malheureusement ici, je ne vois pas... je ne vois pas ici de ma CVE. Je suis un peu triste. Hein. J'aurais bien voulu voir directement ma CVE, mais c'est pas trop grave. Néanmoins, bon, ce qui nous intéresse plutôt, c'est de voir concrètement de quoi il s'agit. Et on voit bien que c'est du Java Archive Download. On est purement sur de l'exploit kit Java.
Et comment est-ce qu'on peut le voir aussi? En fait, dans les captures, si on retire ça, qu'on fait dans File, Export Object, HTTP, on va voir tout ce qui est téléchargeable. Et dans les choses téléchargeables, on a ici, on trie par Content, et vous voyez Application Java Archive. Donc on sait que ce truc-là, il va télécharger du Java Archive. Ceux-là, c'est vrai que ceux-là, on ne sait pas trop. Ceux-là aussi, on ne sait pas trop. En fait, on devrait le télécharger. Par exemple, lui, il fait 400K. Ben, on devrait le télécharger. Et ensuite, on devrait voir c'est quoi le type de fichier. Ça, on va peut-être le faire tout à l'heure. On va voir. Donc du coup, bon, ben, on sait que c'est du Java. Combien de fois le payload a été délivré? Alors, il est là le problème, c'est que nous, ici, on voit 1, 2, 3 payloads. Bon, il y a des payloads qui ont été délivrés 2 fois, mais moi, je considère qu'il y a 3 payloads. Voilà. Et vous voyez, en fait, l'idée de répondre à ces questions, c'est toujours dans le même principe de se dire « Hé, regarde, en fait, admettons, voilà, je suis la victime, je me suis fait péter, et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. J'ai envie de comprendre c'est quoi qu'est-ce qui a été exploité pour que ça ne soit pas réexploité une deuxième fois plus tard, etc., etc. Il exécute quoi comme malware? Eh ben, on va le voir juste après, parce que c'est ça. L'exploit kit, c'est celui-là. Donc on va le voir juste après le malware, justement. Alors ça, c'est une question à la con, parce que c'est la même URL que ça, en fait. Donc ça, c'est nul comme question. Ça, on va la skipper. Ah, je suis déjà à la fin? Bon, ben, je suis déjà à la fin, c'est pas grave. Alors, du coup, eh ben voilà. Alors, on va aller encore un step plus loin. On va aller au-delà des questions juste qui nous intéressent ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ces archives. Donc, lui, je vais le télécharger, donc je vais le sélectionner. Est-ce que je peux en sélectionner plusieurs? Non, malheureusement, je ne peux pas en sélectionner plusieurs à la fois, c'est dommage. Et le niveau d'exécution, qu'est-ce que tu veux dire par le niveau d'exécution? Tu fais Save. Et là, on va dire, par exemple, ça c'est Payload 1. Ok. On prend celui-là, on fait Save. Ce sera ici Payload 2. Et on prend celui-là, on fait Save. Et ce sera Payload 3. Les droits du malware, pas avec les droits de l'utilisateur. Donc on ferme ça. Maintenant, on est ici. Hop. Alors je dézoome un peu. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai payload 1, 2, 3. Donc si je fais un file de payload star, qu'est-ce qu'on voit? On a du Java, on a du data, bizarre, et on a du Macromedia Flash Data. Alors là, du coup, on se dit, what the fuck. Donc ce qu'on va faire un MD5 sum de tout ce qui est payload star. Et avec les MD5 sum, donc les MD5 de chacun des fichiers, on va aller sur virus total. Il est où mon virus total? Est-ce que je l'ai mis? VT, il est là. Sur virus total, je vais faire un search. Et je vais prendre par exemple mon premier MD5. Je vais le coller. Et je vais regarder s'il est connu. Ah, manifestement, il est connu. Apparemment, il est connu. Juste un peu, quoi. Donc, oui, effectivement, il est connu. Et on voit la CVE qui est associée avec. Ça, c'est bien. Donc, on voit que c'est cette CVE-là. On peut aller chercher la CVE. Et comme ça, on va comprendre c'était quoi l'exploitation qu'il voulait faire. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il dit Unspecified vulnerability in the Java runtime environment component in Java Oracle Java S7 update 2 and earlier, bla 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 bla. Integrity and availability via unknown vector related to concurrency. Clairement, ça ne veut rien dire. Bon, je sais pas exactement, on voudrait lire peut-être un peu plus ce truc-là en détail.
Mais voilà, l'idée c'est de savoir concrètement qu'est-ce qu'on a en face de nous. Donc on a un premier truc qui pue. Ça, c'est une première chose. On a un deuxième. C'est quoi le deuxième? Hop, on va le chercher au-dessus. Lui, c'est de la data. Apparemment, il fait rien. Et il fait rien. Et si je fais un... Apparemment, en plus, ici, ils disent que ce serait un MP3. Peut-être que c'est un vrai MP3, en fait. On ne sait pas. Hein. Donc si je fais, par exemple, move payload 2 en payload 2.mp3, admettons, est-ce que, bon, à 393K, ça va être tout petit, mais si je fais un Audacity de payload 2.mp3, est-ce qu'on aurait quelque chose? J'en doute. Hein. Je pense pas. Vu ce qu'il me fait. Ah, bug report, il a craché. On reporte rien. Il essaye d'importer. Et il crache. Non, clairement, on n'est pas sur un vrai MP3. Sinon, je pense que de toute façon, il me l'aurait dit. Donc, payload 2, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On va refaire un move de payload 2 en payload 2 sans le MP3. Et si on fait un xdump-c de payload 2, pipehead, on a du garbage. On a vraiment du garbage, 89, B4, F4. Ça peut éventuellement être quelque chose qui est chiffré, avec une clé. Du XOR, par exemple. C'est aussi possible. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre ça, et on peut faire un... On peut aller dans CyberChef. Et ça, et alors on va faire un XOR brute force. On peut essayer. Et avec un XOR brute force, on essaye de voir si on ne reconnaîtrait pas le début d'un Magic Byte, par exemple. Et si c'est le cas, alors peut-être qu'on est sur un truc intéressant. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je sais pas. Je sais pas ce que fait ce deuxième fichier. Mais on pourrait analyser hein, si c'est nécessaire. Et le troisième, donc MD5 sum de payload 3. Hop, on prend celui-là. Dans virus total. On search. Et également un truc qui pue. Genre aussi beaucoup. Et là, on est sur une autre CVE, je pense. C'était la même CVE? Non, c'est une autre CVE. Et là, on est sur du Flash. Integer Overflow in Adobe Flash Player en dessous de blablabla. De toute façon, bon, Flash Player, ça n'existe plus. Hein. Mais bon, à l'époque, c'était le cas. Dans Windows et OS X, avant la et sur Linux, machin, etc. Adobe Air également. Blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, ça permet de faire... donc, c'est un buffer overflow, en fait. Hein. C'est un buffer overflow. Il exécute un buffer overflow dans le but de exécuter du code derrière. Voilà. C'est vraiment ça que fait le malware. Et donc, dernière question. Extract the two exploit files. What are the MD5 file hashes? Comma separated. Et donc, on avait dit, si je prends un MD5 sum de payload star, on a bien notre premier payload qui est là. Donc, on va mettre ça, virgule, l'autre payload qui est là. Et c'est validé. Voilà. J'espère que... Bon, c'était très... J'aime pas ce format de live où c'est straightforward, donc ça va, c'est assez direct, et où en fait, comment expliquer, le live va que dans un sens. Il n'y a pas nécessairement d'interaction avec le chat, etc. Parce que soit vous êtes complètement coulé, soit vous êtes en PLS, soit en fait, ça vous intéresse, mais bon, vous êtes tellement en mode... Oh putain, si je parle, si je me déconcentre, je vais tout perdre, je vais être perdu. Et c'est vrai que c'est peut-être trop intensif. Mais dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé.
Et alors, on peut modifier ça pour les prochaines fois, hein, et ça peut être sympa. Donc pour moi, c'était easy. Easy. C'était easy. Voilà. Feedback. Cool. Ah, je peux pas... Ah, je dois mettre un rating. Pas rating 5, hein. 4 peut-être, parce qu'il y avait une question à la NIMP. Ok.